Groseille vous parle aujourd'hui de la comparution immédiate. Quand on se représente un procès, en général, on s'imagine quelque chose de long, avec des mois, voire des années entre l'interpellation du prévenu et le verdict du procès. Eh bien, avec la comparution immédiate, vous pouvez vous retrouver arrêté le lundi, interrogé pendant 24 à 48 heures en garde à vue, jugé en 30 minutes le mercredi, et passer les années qui suivent en prison. Vous devez démontrer que le procès-verbal qui a été établi est inexact. Et vous ne démontrez rien. Ce que l'on demande en comparution immédiate, c'est de permettre de juger des personnes qui sont terrorisées. Ah, on commence, hein? Oui, tout de suite. Ensuite, on doit étudier l'intégralité de la procédure, quelquefois 500, 1000 pages. 1000 pages en 10 minutes. On va solutionner ça en vitesse, hein? Je sais pas ce que vous comptez faire, mais moi j'ai des billets pour le championnat de baseball. C'est des personnes qui sont mises sous pression, interrogées par des fonctionnaires de police, jour et nuit. C'est comme ça, la loi. Coupable. Des personnes qui sont présumées innocentes, il faut le rappeler. Plus de la moitié des personnes qui sont présentées en comparution immédiate sont jugées soit le jour même, soit le lendemain, soit dans les 2 jours. Il faut bien qu'une peine soit destinée à peiner. J'ai trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant. La peine est prononcée. Vous êtes donc déclaré coupable. L'infraction, vous l'avez commise. On n'a pas le temps d'étudier le fond. Et vous êtes réprimé pour cela. Et l'on considère que c'est une justice sereine et tranquille. Allez, vous pouvez y aller, monsieur. Affaire suivante. Dossier numéro 6, monsieur Petit-Georges. La comparution immédiate, c'est une forme de procès particulièrement accélérée, puisqu'elle dure en moyenne 31 minutes. Et cette seule durée doit déjà nous interpeller. On sent bien que quelque chose cloche quand un procès dure moins longtemps qu'un épisode de Secret Story. C'est-à-dire qu'on consacre aujourd'hui plus de temps à savoir qui a volé le shampoing de Jonathan dans la maison des secrets qu'à déterminer la culpabilité ou non d'un prévenu qui risque de se retrouver en prison. Mais se focaliser sur le seul moment du procès risque de nous empêcher de comprendre le fonctionnement de l'ensemble de la procédure. Tout commence par une interpellation, sinon on ne se retrouverait pas devant le tribunal. Le prévenu est donc arrêté par la police qui le place en garde à vue et rédige un procès-verbal, c'est-à-dire la liste des faits qui lui sont reprochés. Ça peut être plein de choses, mais selon la complexité apparente de l'affaire et l'importance des peines encourues, la suite ne sera pas la même. Si vous êtes majeur et qu'on vous reproche un délit et non un crime, vous enchaînez après votre garde à vue sur un rapide entretien avec un procureur. C'est lui qui va décider si vous passerez ou non en comparution immédiate. S'il prend cette décision, à l'issue de votre entretien, vous retournez en cellule, non plus au commissariat, mais dans les cellules du palais de justice, où vous allez être jugé. Si le tribunal a le temps, vous passez directement au procès. Sinon, vous passez encore une nuit en cellule, et le lendemain matin à 9 heures, un avocat commis d'office, à moins que vous n'en connaissiez déjà un, prend connaissance de votre dossier en même temps que le juge. Puis, dans la journée, toutes les parties sont convoquées au procès. Le prévenu, la victime s'il y en a une, les témoins, les avocats et le procureur avec qui vous êtes entretenu. La particularité de ce jugement est d'être, on l'a dit, bien plus rapide que les autres, ce qui signifie qu'il dure en moyenne quelques dizaines de minutes. Lors du procès, le prévenu peut demander le report de son audience pour prendre le temps de préparer sa défense. Cette demande ne peut pas lui être refusée, mais c'est au juge de décider s'il passera les 2 à 3 semaines avant son procès en détention provisoire, c'est-à-dire en prison, ou en liberté conditionnelle, c'est-à-dire chez lui, avec par exemple l'obligation de pointer au commissariat une fois par jour pour vérifier qu'il ne se soit pas enfui. En général, ce droit au report est très peu utilisé et les prévenus sont jugés juste après leur garde à vue, ce qui dans l'immense majorité des cas débouche sur une peine de prison ferme. L'objectif de cette procédure particulière est de punir au plus vite les délits, c'est en quelque sorte un état d'urgence judiciaire, puisqu'on s'éloigne d'un certain nombre de principes de la justice au nom de l'efficacité et de la rapidité de la réponse. La séparation entre la police et la justice s'est par exemple mise à mal puisque les magistrats se retrouvent avec des dossiers qui sont constitués presque exclusivement du procès-verbal établi par la police à l'encontre du prévenu, ce qui transforme la conviction policière en une vérité judiciaire. Selon Serge Portelli, juge aux comparutions immédiates, il faut se demander si les policiers ont bien vu ce qu'ils disent avoir vu, car les policiers sont des témoins comme les autres et peuvent se tromper. Par ailleurs, si nous avons repris en introduction l'ensemble de la procédure, de l'arrestation jusqu'à la sentence, c'est parce que le jugement n'a pas lieu uniquement lors du procès, comme ce devrait être le cas en principe. En réalité, l'orientation du dossier par le procureur va influer sur la peine prononcée, puisque les substituts eux-mêmes affirment recourir à la comparution immédiate afin d'inciter le tribunal à une grande fermeté. C'est pourquoi le choix effectué lors de la phase préalable au jugement influe considérablement sur le déroulement de la procédure, ce qui attribue au parquetier des fonctions de juge ou de préjuge. Le problème de ce préjugement, c'est qu'il n'est pas explicite.
Aussi, l'avocat de la défense n'est pas présent, et généralement les suspects ne se rendent pas compte qu'ils parlent à un procureur, c'est-à-dire à quelqu'un qui va par la suite chercher à les faire condamner, puisqu'il représentera l'intérêt public lors du procès. Un autre principe auquel contrevient la comparution immédiate est celui de l'unicité de la loi, à tel point que certains juristes parlent de l'orientation des dossiers comme d'une loterie nationale. La loi est censée être indépendante de la situation géographique du jugement tant qu'il a lieu sur le territoire national. Or, les procureurs qui choisissent quelle procédure appliquer à quelle affaire ont énormément de dossiers à traiter, et ont fini par mettre en place des barèmes fixant les conditions pour passer en comparution, ce qui leur permet de gagner du temps. Par exemple, à Marseille, le barème du TGI incite les procureurs à envoyer les délits liés aux stupéfiants en comparution immédiate, alors qu'au TGI de Paris, ce seront plutôt les outrages, et à Nice, les atteintes aux biens. Donc pour des mêmes faits, que vous soyez à un endroit ou à un autre de la France, vous ne serez probablement pas jugé de la même façon. Depuis son instauration en 1983, et malgré les entraves au principe de la justice que nous venons de passer en revue, la comparution immédiate est une procédure de plus en plus utilisée. Et les réformes des lois Perben et Perben II élargissent toujours plus son champ d'action. Aujourd'hui, la quasi-totalité des délits, passibles de 6 mois à 10 ans de prison, peuvent y être jugés. Et les chiffres suivent. Alors qu'en 2000, seuls 8,5% des jugements étaient des comparutions immédiates, ce pourcentage est passé à 12% en 2012, représentant ainsi près de 45 000 cas chaque année. En réalité, ce constat est notamment le résultat d'une politique du chiffre mise en place par les gouvernements successifs pour montrer l'efficacité de la justice à travers des chiffres. Puisque un flagrant délit, c'est une affaire élucidée en même temps qu'elle est constatée par la police. Donc ça booste les statistiques par rapport aux enquêtes longues pour lesquelles il faut du temps et dont on n'est pas sûr de l'aboutissement. Et ça fonctionne aussi du côté de la justice. Maître Eolas résume ce constat en expliquant que cette procédure est inspirée par une logique toute technocratique de gestion des stocks et des flux. Une comparution immédiate, c'est un dossier entré et sorti le même jour, c'est très bon pour le chiffre, et le chiffre, c'est la drogue de la chancellerie. Ces chiffres ont par exemple été utilisés en 2006 lors d'une campagne de publicité du ministère de la Justice sur des affiches qui répondaient à la question « La justice est lente », en soulignant le grand nombre d'affaires de comparution immédiate annuelles. En plus des chiffres, cette façon de faire permet de communiquer à travers la presse locale sur l'efficacité de la police et de la justice, en répondant au sentiment d'insécurité des populations locales. Le problème, c'est qu'on sacrifie l'impartialité de la justice au nom d'une communication avantageuse pour les ministères de la Défense et de la Justice, puisqu'on crée des distinctions entre les délits pour réprimer avant tout les plus visibles, c'est-à-dire ceux qui constituent ce sentiment d'insécurité, et non pas tous les délits de la même façon. C'est ce qui explique que les délits urbains sont largement plus réprimés par cette politique, tandis que les délits financiers, les infractions à la législation du travail et d'autres formes de délits, eux, ne sont quasiment pas concernés par ce type de procès. Et donc en pratique, on ne punit par cette procédure qu'une partie de la population, les plus précaires, les marginaux, ceux qui constituent la délinquance urbaine, et jamais la délinquance en col blanc. Comme nous allons le voir, les répercussions de cette procédure sur les acteurs sont très nombreuses, que ce soit pour les magistrats, la victime et son avocat, ou encore le prévenu et son avocat. À Paris, les magistrats ont des comparutions immédiates toute la semaine et ont rendu 5343 jugements en 2017, soit plus de 20 affaires par jour en moyenne réparties sur 2 chambres. Autant vous dire que les audiences qui commencent à 9 h le matin et sont supposées s'arrêter à 18 h se terminent bien souvent après 22 h. La conséquence de cette pression, c'est que les magistrats sont fatigués et irritables et que la gestion du temps devient une priorité lors de l'audience. Les juges comme les avocats se demandent à quelle heure on va bien finir, les avocats et les témoins sont parfois sommés de faire vite, et pour aller le plus vite possible, le tribunal présente 3 ou 4 affaires d'affilée et ne sort qu'après pour délibérer sur toutes les affaires qui viennent de passer. Ce qui fait que les magistrats se mélangent parfois et assimilent les cas entre eux lors du jugement. L'autre résultat de cette pression sur les magistrats, c'est la systématisation des peines. Tel délit entraîne telle sanction. Ce qui va à l'encontre d'un grand principe de la justice pénale depuis les années 60, qui est l'individualisation des peines. Ce principe préconise au juge d'adapter la sanction aux circonstances de son acte, ce qui permet d'aggraver la sanction par exemple en cas de récidive, ou de l'atténuer si l'auteur est mineur par exemple. Et c'est assez communément admis, on ne veut pas d'une justice qui soit rendue par un robot. Il faut que la peine ait un sens et non pas qu'elle soit un automatisme. Et cette systématisation entraîne dans l'immense majorité des cas des peines de prison ferme, ce qui se trouve tragiquement bien résumé par le titre d'une étude de Laurent Mukeli et Émile Raquet intitulée « Les comparutions immédiates au TGI de Nice ou la prison comme unique réponse à une délinquance de misère ». En plus de contrevenir à ce grand principe de la philosophie du droit moderne, l'automatisation de la prison ferme s'avère contre-productive, puisqu'elle se fait au détriment de peines alternatives qui pourraient s'avérer plus adaptées au profil du prévenu, et ainsi faciliter sa réinsertion, puisqu'on sait que la prison accroît les risques de récidive par rapport à ces autres formes de privation de liberté.
Si vous êtes prévenu, que vous soyez condamné ou innocenté à l'issue de votre procès, vous allez connaître un certain nombre d'humiliations avant même votre passage au tribunal. Or, des relax, il y en a en comparution immédiate. Par exemple, lors des émeutes de 2005 dans les banlieues, où, au début des émeutes, les dossiers transmis par la police ne tenaient pas la route, les prévenus s'avérant donc innocents. Tout d'abord, vous serez privé de liberté pendant 24 à 72 heures, comme ce fut le cas de cet enseignant. Eric est placé en garde à vue afin d'être interrogé, sans pouvoir prévenir sa femme, Zakia, qui n'imagine pas un instant le drame qui est en train de se jouer. J'appelle sur son portable, pas de réponse. En fait, vers 19h, la gendarmerie m'appelle. Il me dit, voilà, c'est la gendarmerie de Quetigny. Je vous informe que votre mari est en garde à vue. Et là, c'est l'effroi. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir mon mari? Il me dit, non, madame, vous ne pouvez pas lui parler, je ne peux rien vous dire. Et je reste sans voix. Et je reste comme ça, toute la soirée, toute la nuit, avec cette phrase qu'on me dit. Pendant tout le temps de la garde à vue, vous serez interrogé nuit et jour par ceux qui vous ont arrêté, comme l'explique ce notable qui en a lui aussi fait l'expérience. Ce sont des questions, des interrogatoires, toutes les 2 heures à peu près. J'ai 2 heures pour récupérer, dormir, essayer de dormir, puis on vient me réveiller. Au bout de 6 ou 7 heures, j'ai dit, mais enfin, mais qu'est-ce que vous cherchez? Dites-moi, je vais vous aider, j'ai rien à me reprocher. Donc je vous dis, oui, monsieur Bazin, on sait, vous avez rien à vous reprocher. Tous ceux qui viennent ici, en principe, ils n'ont rien à se reprocher. Ils finissent tous en prison. Vous serez ensuite déféré au tribunal le plus proche, où vous répondrez cette fois-ci aux questions d'un magistrat, dont vous n'apprendrez qu'au moment du procès qu'il est le procureur et que son rôle est donc de demander votre condamnation. Ensuite, vous êtes de nouveau privé de liberté en attendant votre procès, qui peut avoir lieu n'importe quand le jour suivant. Pendant ce temps, vous êtes placé dans les geôles du tribunal correctionnel, qui, dans le cas du tribunal de Paris, était jusqu'en 2017 placé dans les sous-sols humides et insalubres du tribunal, comme le montre Raymond Depardon dans son film Flagrant délit. Ensuite, après ces 2 à 3 jours d'enfermement, où vous aurez manqué de sommeil, de nicotine et d'hygiène élémentaire, vous rencontrez votre avocat dans les geôles quelques heures avant votre jugement. Les 3/4 des prévenus sont assistés d'avocats commis d'office, de permanence pour la journée et qui traitent donc plusieurs affaires qu'ils ont découvertes le matin même. Votre avocat n'aura accès au dossier qu'après l'entretien avec le procureur, c'est-à-dire après 24 à 48 heures d'interrogatoire sans sa présence, par la police, puis par le procureur. Dans son vade-mecum pour la comparution immédiate, Maître Eolas explique que nous sommes un des derniers pays occidentaux à pratiquer ainsi, et que les États-Unis assurent depuis 1966 l'accès effectif à un avocat à toute personne arrêtée. En pratique, les prévenus arrivent donc complètement hagards et sales devant le tribunal, puisqu'ils sortent de plusieurs jours d'enfermement solitaire et ne disposent que de quelques minutes pour être entendus par le juge, qui est lui-même sous pression depuis le matin pour essayer de finir sa journée dans les temps, et qui va devoir décider de leur destin. Les plaidoiries sont généralement d'autant plus courtes que l'avocat n'a eu que quelques heures pour se préparer, à tel point qu'il se contente parfois d'accepter les réquisitions du procureur. Toute cette urgence dans la procédure se répercute aussi sur la victime du délit, qui n'a souvent pas le temps de se constituer partie civile pour demander une indemnité, et n'est présente à l'audience que dans la moitié des cas. L'obligation de prévenir les victimes du procès se traduit souvent par un message laissé sur le répondeur quelques heures avant l'audience. Et si vous n'êtes pas disponible, tant pis, le procès se fera sans vous. Outre cette disponibilité, la victime peut avoir besoin de temps pour surmonter le choc de ce dont elle a été victime avant de se retrouver confrontée de nouveau au prévenu dans la salle d'audience, ce qui est impossible dans une comparution immédiate. On a dit tout à l'heure que cette procédure était prévue pour des délits et que les crimes ne pouvaient donc pas y passer. Mais certaines affaires considérées comme des crimes sont parfois requalifiées en délits pour gagner du temps. C'est notamment le cas des viols qui sont, dans 60 à 80% des cas, requalifiés en agression sexuelle, malgré l'illégalité de la procédure, comme l'explique un excellent article du Monde diplomatique, intitulé « Quand le viol n'est plus un crime ». Outre le fait que les peines encourues soient bien moins importantes pour un délit que pour un crime, la rapidité avec laquelle est traitée l'affaire ne permet pas à la victime de raconter ce qu'elle a vécu, ni d'entendre ce que le prévenu a à dire, ce qui peut freiner sa reconstruction. Ce fut notamment le cas en novembre 2016, lors du procès en comparution immédiate du grand-père adoptif d'une adolescente violée pendant 6 ans par celui-ci. Or, en l'absence d'enquête, qui aurait nécessité bien plus de temps, le dossier était vide, et si la victime peut dans certains cas souhaiter passer au plus vite sur le traumatisme,
Elle peut aussi ressentir le besoin d'explication, d'entendre ce que les différentes parties ont à dire, faire venir des témoins, autant de choses qui sont difficilement réalisables dans le temps de la comparution immédiate, où les débats sont tellement courts que la mission d'information du Sénat se félicite de constater que ceux-ci durent jusqu'à 35 à 40 minutes pour des affaires contestées et complexes, ou des affaires de violence conjugale ou d'agression sexuelle. C'est-à-dire que 35 à 40 minutes, pour eux, c'est vraiment le maximum, et c'est réservé aux affaires les plus complexes. Le principe de la comparution immédiate date originellement de 1863 et s'appelait alors procédure de flagrant délit. L'objectif était de traiter rapidement les petits délits urbains, et l'audience concentrait déjà à l'époque les pauvres et les marginaux. Si la comparution immédiate est dangereuse d'un point de vue individuel, que l'on soit victime ou prévenu, c'est aussi un instrument politique qui nuit collectivement à certains groupes, et spoiler alert, ce n'est pas à la bourgeoisie que ça va nuire, mais plutôt aux marginaux, aux étrangers et aux militants politiques. Toutes les enquêtes sociologiques constatent la grande homogénéité des profils. Il s'agit d'une population masculine, jeune, déjà condamnée et aux ressources précaires. À l'issue de votre garde à vue, lorsque le procureur décide si vous passerez ou non en comparution immédiate, il le fait en fonction de quelques critères définis. La gravité des faits, un cas de récidive ou l'absence de garantie de représentation suffisante. Les garanties de représentation sont des éléments qui prouvent que vous allez bien venir au procès et non pas vous enfuir. Le problème étant que des causes différentes amènent à la même conséquence. Or, être célibataire et au chômage, c'est-à-dire ne pas avoir de garantie de représentation suffisante, n'est pas censé être un critère aggravant comme la gravité des faits ou l'état de récidive. Et c'est ce qui explique que concrètement, si vous êtes propriétaire de votre maison, que vous avez un CDI et une famille, vous aurez plus fréquemment le droit à un procès classique, tandis que si vous êtes chômeur et locataire, rien ne vous retient, donc vous irez en comparution immédiate parce que le procureur craindra que vous ne vous enfuyiez. Mais même une fois en comparution immédiate, cette même distinction sociale s'applique à nouveau, si vous demandez le renvoi de votre procès pour avoir le temps de préparer votre défense. Dans un cas, vous rentrerez chez vous en attendant votre procès, alors que dans l'autre, vous attendrez en détention provisoire, c'est-à-dire en cellule. Depuis les années 2000, la comparution immédiate est aussi une arme politique utilisée à l'encontre des mouvements sociaux. En 2005, lors des manifestations dans les banlieues, et en 2006, lors du mouvement contre le CPE, la chancellerie a fortement incité les parquets à utiliser cette procédure et a rapidement publié des communiqués sur les sanctions ainsi prononcées, dans le but d'intimider les autres manifestants. Les procès ne sont plus ceux des prévenus, mais ceux des mouvements en question, et les condamnés le sont pour l'exemple. Plus récemment, lors de Nuit debout, des manifestations de soutien à Adama, ou le 1er mai 2018, la comparution immédiate a permis à la police de faire juger avec une sévérité accrue par rapport aux autres formes de procès, ceux qu'elle a arrêtés lors de ces événements. Le 1er mai 2018, 283 personnes ont été arrêtées, 102 ont été placées en garde à vue, et 48 heures après commençaient les premiers procès en comparution immédiate. Une fois arrêté un grand nombre de manifestants, parfois loin du cortège et bien après sa dispersion, manifestement pour certains c'est juste qu'on les avait sous la main, c'est aux prévenus de prouver que les déclarations de la police sont fausses, sans quoi ils sont condamnables. Malheureusement, cette contre-enquête s'avère impossible à mener puisque le prévenu est emprisonné et que son avocat n'a que quelques heures pour lire son dossier. Dans le cas du 1er mai, les dossiers de la police étaient tellement vides que les premiers inculpés passés en comparution immédiate ont tous été innocentés, mais le résultat est tout de même là, 2 à 3 jours de détention pour avoir participé à un mouvement politique. De quoi intimider ceux qui voudraient se joindre à ce mouvement. Une autre caractéristique de la comparution immédiate que nous n'avons pas encore abordée est sa relative opacité. En effet, si tout le monde peut venir assister au jugement en comparution immédiate, en revanche, le reste de la procédure est très peu documenté pour les non-juristes. Pour son documentaire Délit flagrant, le photographe et réalisateur Raymond Depardon a passé des années à demander des autorisations à tous les magistrats. Il a bien failli jeter l'éponge jusqu'à ce que l'un d'eux lui dise qu'il était sa mauvaise conscience et qu'il fallait qu'il lui donne cette autorisation. Donc je suis rentré en relation pour essayer de faire ce film. Ça m'a pris beaucoup d'années, 7-8 ans, je ne sais plus, à peu près. Depuis le début, j'ai changé de gouvernement, j'ai changé de ministre, à chaque fois il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et puis j'ai continué à une espèce d'idée fixe. Et j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Bruno Cotte, qui était procureur à l'époque. Et puis j'ai continué à le voir, et puis je sais pas. Ça a un peu avancé, et puis à un moment donné, ça avançait plus. Puis là, il m'a dit, écoutez, vous êtes un peu ma mauvaise conscience. Et un jour, à un moment donné, on m'a dit, il n'y a pas de problème, mais vous ne pourrez pas tourner très longtemps.
mais c'est d'accord. Et malgré toutes ces autorisations, lorsqu'il a filmé les geôles insalubres du sous-sol du TGI de Paris où étaient placés les prévenus en attendant leur procès, ça lui a valu de grosses remontrances de la part du tribunal qui a fait pression sur lui pour lui faire supprimer les images. Oui, le dépôt, le préfet veut pas. À mon avis, il l'a su aussitôt. Moi, j'étais presque en état d'arrestation. Il voulait prendre la pellicule. J'ai dit, écoutez, vous pouvez quand même avoir confiance en moi. Je vous montrerai le film à la fin et vous jugerez. Plus récemment, Mediapart a révélé qu'un sujet de France Culture consacré aux comparaisons immédiates avait été censuré après un reportage pour lequel ils avaient pourtant demandé et obtenu des autorisations en règle. S'il est particulièrement intéressant d'étudier la comparution immédiate, c'est parce que c'est une procédure qui cristallise de nombreux travers des institutions judiciaires. Il s'agit notamment des discriminations sociales auxquelles elle aboutit, de son entrave au droit de la défense, de sa banalisation de la prison ferme, de sa faible prise en compte de la psychologie des victimes, ou encore de son instrumentalisation politique lors des mouvements sociaux. Et les précautions prises par la justice à l'encontre des médias montrent bien que les magistrats et les avocats ne sont pas à l'aise non plus avec cette procédure, qu'elle leur donne mauvaise conscience. C'est pour ça qu'il est important d'en parler et d'en analyser le fonctionnement pour en faire un sujet politique et non la résumer à une simple question technique et judiciaire. Cette émission touche à présent à sa fin, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Groseille pour retrouver nos articles, ainsi qu'une retranscription complète et sourcée de la vidéo, et une sélection d'œuvres liées au sujet. Par ailleurs, il nous ferait plaisir d'avoir vos retours ou des suggestions de sujets à traiter, aussi si vous avez des remarques, des questions ou des critiques dont vous souhaitez nous faire part, vous pouvez nous écrire par mail à groseille@protonmail.com. Merci et à une prochaine.